Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Nous avons notre invité du jour, donc c'est Arnaud Villeroy, fondateur de la plateforme Estimer mon commerce. C'est un outil devenu incontournable dans l'estimation, la mise en valeur et la sécurisation des transactions de fonds de commerce pour les agents immobiliers et les commerçants cédants. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait à la fois peur aux Français, mais qui peut devenir une énorme source d'opportunité pour les pros de l'IMO. Il s'agit bien entendu de l'immobilier commercial. N'est-ce pas, Louise? Alors, dans l'immobilier commercial, il y a des commerces, il y a des hôtels, il y a les restaurants, enfin tout ce qui fait vivre en fait nos centres-villes, nos centres-villages, nos quartiers. Et donc, on va poser tout de suite le décor, hein. Parce que bah, la crise, en fait, elle est visible de tous. Derrière les rideaux qui restent baissés, derrière les vitrines vides, des rues qui perdent évidemment leur dynamisme, près de 9 Français sur 10 se déclarent inquiets de la fermeture des commerces de proximité. Salut David. Évidemment, ça crée une inquiétude qui est massive, profonde. Elle touche directement le lien social des Français. On pourrait d'ailleurs la qualifier de crise de proximité. Et en parallèle, on a un taux de vacances commerciales dans le centre-ville qui a dépassé les 10% et dans certaines galeries marchandes qui a dépassé les 15%. Autrement dit, en France, partout en France, il y a des surfaces qui sont vides, des commerces qui sont en souffrance et des exploitants qui songent à céder. Alors, vu de l'extérieur, évidemment, on pourrait dire, ouais, c'est la crise, mais pour un professionnel de l'immobilier, évidemment, c'est un gisement incroyable de mandats. Et donc derrière cette crise, il y a un marché qui bouge. Pendant qu'on est en train de parler de fermeture, il se passe quelque chose derrière les chiffres. D'ailleurs, les sessions de fonds de commerce sont reparties à la hausse. Depuis 2-3 ans, on dépasse les 31 000 opérations par an. Tu nous en diras plus tout à l'heure, Arnaud. Le prix moyen de fonds de commerce, il dépasse désormais plus de 250 000 euros, avec une progression de plus de 5%. Et certains secteurs d'activité sont particulièrement porteurs, avec des prix de cession type supermarché de plus de 1 900 000 euros, enfin, les pharmacies aussi avec plus de 1,2 million d'euros, et les restaurants traditionnels autour de 200 000 euros. Donc ça laisse quand même des prix de cession qui sont importants, et donc à la clé des honoraires non négligeables pour les agents immobiliers. Donc oui, il y a des fermetures, oui, il y a des fermetures, oui, c'est pas très grave parce que aussi il y a des repreneurs et des investisseurs, notamment à l'heure où la fiscalité et la réglementation pour le résidentiel est beaucoup moins favorable. Donc entre les commerçants qui cèdent et ceux qui cherchent à transmettre leur entreprise, après 20 ou 30 années d'exploitation, donc c'est-à-dire que c'est des bilans qui sont quand même consolidés, il y a des acheteurs qui, eux, cherchent un outil de travail rentable et il manque souvent quelqu'un pour faire la transaction, donc un agent immobilier qui est formé à l'immobilier pro. Et c'est là que les professionnels de l'immobilier peuvent rentrer en jeu. Donc concrètement, dans le contexte actuel, il y a quatre grandes opportunités. Il y a premièrement un volume de mandats potentiel qui est énorme. Deux, des prospects qui sont facilement identifiables. Il y a des boutiques. Donc voilà. Trois, des honoraires plus élevés que sur le résidentiel. Et quatre, une demande d'expertise qui est forte. Donc des professionnels qui ont besoin de se former et d'avoir des outils qui sont à la hauteur des attentes des clients. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet, cher Arnaud. Toi qui es le fondateur de la plateforme Estimer mon commerce depuis 2022, si je ne me trompe pas, avec plus de 30 000 rapports d'estimation au compteur, est-ce que nous aussi, on devrait être comme 9 Français sur 10 inquiets de la fermeture des commerces de proximité? À toi de jouer. Alors déjà, bonjour Tom et merci pour ton invitation. Non, il faut pas être inquiet. Alors en fait, il y a deux aspects. On peut voir, il y a deux revers, deux côtés de la médaille, si on peut dire. Il y a ce que on voit au travers des médias, hein, principalement. Effectivement, les chiffres que tu as cités sont tout à fait justes, bien entendu. Alors par contre, sur le taux de vacances, c'est un taux qui est spécifique à Paris, hein, dû notamment à des facteurs qui sont un peu, encore une fois, la transformation structurelle, hein, la politique publique, le e-commerce, le télétravail, les mutations. À Paris, il faut savoir qu'il y a beaucoup de commerces qu'on appelle de destination. Donc c'est vrai qu'ils ont souffert aussi pas mal.
pas mal du fait qu'il faut bouger d'une zone à l'autre, la baisse du pouvoir d'achat. Il y a, il y a certaines villes, d'autres villes qui sont beaucoup plus dynamiques sur le commerce, hein, qui ont su enrayer ce qu'on appelle la dévitalisation commerciale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à Paris, c'est ce taux de vacances que tu as cité, qui est de 11% effectivement. Maintenant, il faut savoir que Paris, c'est seulement, entre guillemets, 8% des commerces en France. En D'accord, France, ouais. il y a 750 000 commerces et plus largement, il y a 5 millions d'entreprises, hein. Et ça, c'est un gisement, effectivement, qui est très riche. Alors, on a vu, oui, on a vu des faillites, hein, on a vu des verticales métiers, souvent dans la mode, hein, d'ailleurs, hein, s'effondrer. Ouais, ouais. Euh, mais derrière tout ça, en fait, il y a des chiffres qui sont beaucoup plus rassurants, hein, et je vais en citer quelques-uns. Je pense que le premier qu'on peut citer, c'est le nombre de créations d'entreprises. On vient d'avoir les chiffres là, qui viennent de tomber sur l'INSEE. L'an dernier, encore un nouveau record de création d'entreprises. Tiens, je partage mon écran 2 secondes pour le montrer, hein. Voilà, 1 165 000 entreprises créées en 2025. Il faut quand même se rendre compte de l'élan, c'est-à-dire que c'est là où on est cette année-là. En 2015, il y a 10 ans, on était à 560. Donc il y a un élan qui est fort dans la volonté de créer une affaire. Et dans la création, il y a évidemment toutes les transmissions. Il y a tous les gens qui se disent, tiens, plutôt que créer quelque chose à partir de rien, c'est hasardeux, c'est long, on ne sait pas où on va, il faut trouver des financements bancaires qui sont complexes. Eh bien, pourquoi pas reprendre quelque chose qui existe? Et là, les possibilités sont innombrables parce que on pense un peu toujours au commerce, mais vous voyez, exemple, sur Simon Commerce, on peut évaluer plus de 500 activités différentes. Donc, il y a un très vaste choix. Moi, il m'est arrivé de vendre des activités tout à fait inattendues à des gens qui étaient venus me voir pour des restaurants, des choses un peu plus classiques. Et donc, il y a un contexte qui est éminemment porteur et qui l'est plus que jamais, Alors, avec un plus grand tu viens de nous confort. montrer une liste de commerces et d'entreprises. Là-dedans, quel type de commerce sont les plus porteurs, ceux qui se vendent le mieux, le plus rapidement? euh, Alors, ceux qui se vendent le mieux le plus rapidement, vous voyez, je vais même pas l'inventer, hein, c'est Altares qui le dit, hein. Tu as cité, ce que tu as cité, les supermarchés, et les pharmacies sont ce qui se vendent le plus cher. Mais dans cette liste-là, qui propose les 10 activités qui se vendent au meilleur prix, c'est aussi les activités qui se vendent le plus. Donc, si on met un peu de côté, effectivement, les supermarchés et les offices de pharmacie, qui sont des choses un peu spécifiques vers lesquelles je conseillerais pas forcément quelqu'un qui se lance de se diriger directement. En revanche, derrière, il y a tout ce qui est hôtel, tabac, presque tout ce qui est voiture, optique, boulangerie, pâtisserie, CHR. CHR, café, hôtel, restaurant, hein, de manière générale, c'est 35% des opérations en France aujourd'hui, c'est du CHR quand même. Et en plus, on voit que c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, 80% des sessions, ça se fait pas dans les grandes villes, ça se fait dans des petites villes, des oui, oui, villages, bien des sûr. bourgs, des villages, etc. Donc, c'est un signal qui est extrêmement encourageant. Et oui, entre 2014 et 2024, eh bien, même nombre de transmissions de fonds de commerce. Donc, on est sur un marché qui est ultra pérenne. Tu l'as dit aussi, les mandats, c'est facile à rentrer. Il Ouais. suffit d'aller rencontrer des commerçants, hein. Il y a une rotation de 3 à 5 ans. Un commerçant sur 6 est vendeur pour des bonnes raisons. C'est ça qu'il faut bien retenir. Il y a très peu de concurrents. Il y a des honoraires motivants. Ah, Donc la on est sur rotation, quelque elle est que chose qui de est... 3 à 5 ans. Oui, c'est extrêmement court, en fait. Oui, parce qu'en fait, un commerçant aujourd'hui garde plus son commerce pendant 20 ans. Ça se fait plus vraiment en fait, hein. On change. On a tous plusieurs vies aujourd'hui. Ben, les commerçants, c'est pareil. Les commerçants, chefs d'entreprise, de manière plus générale, parce qu'on parle de commerce, mais on peut élargir ça à la notion d'entreprise, hein. Entreprise, c'est pas forcément une grosse boîte. La plupart des transmissions, c'est sur la TPE, 0 à 10 employés, la petite boîte avec des gens qui font leur beurre au quotidien, leur activité, et puis qui sont pas forcément des capitaines d'industrie, des gens qui vont vouloir transmettre. Donc, il y a une rotation. Moi, il m'est arrivé, j'ai plusieurs exemples d'affaires que j'ai vendues 4 fois en 12 ans, tous les 3 ans. Pour des bonnes raisons, l'affaire tournait bien, hein. Mais parce que on part en retraite, on va acheter plus grand, on va acheter plus petit, on veut changer de région, on a fait le tour de la question. Il y a plein d'événements de vie chez un entrepreneur qui font qu'à un moment, il est amené à vendre, mais pas parce qu'il se casse la figure, parce que l'affaire tourne bien, mais il faut qu'il vende. Ouais, ils vont au bon moment, quoi. C'est ça. Ils vont au bon moment. Ouais, ça, c'est intéressant. Et, et là-dessus,
les honoraires en fait des agents immobiliers sur ce type d'affaires? C'est comme dans le résidentiel où les honoraires C'est sont le plus. double. C'est le double. Tu veux dire quoi, en C'est- pourcentage ou en chiffres? Alors en pourcentage, c'est les usages, c'est 10%. Combien? 10%. 10%. Ah oui, Donc c'est le on est double. quasiment sur le double de ce qui est facturé. Ça se défend d'ailleurs relativement bien. Euh, C'est quoi? c'est C'est le un. conseil que tu mets autour qui fait que c'est plus cher, c'est ça? J'ai pas compris, pardon. Et les honoraires sont plus élevés parce qu'il y a plus de travail en termes de conseils. Alors, il y a, je pense qu'on peut dire qu'il y a un peu plus de boulot, oui. Maintenant, c'est pas non plus une montagne de différence, hein. Je pense que les agents immobiliers dans le résidentiel ont déjà, à mon avis, entre 70 et 80% des prérequis déjà en commun. Après, il y a des spécificités, il y a un peu plus de travail, mais je pense que surtout, c'est parce qu'il y a très peu de concurrence. Il y a très peu d'acteurs qui intermédient les transmissions de commerce et d'entreprises. Donc, bah, finalement, le marché est dans les mains de peu. Eh bien, ils dictent un petit peu leurs règles et c'est tout à fait commun dans le marché de la cession. Chez les acheteurs le savent, hein, qu'on est sur du 10%. Alors, évidemment, ça se négocie un petit peu, mais pour vous donner un exemple, moi, entre mes facturés, enfin mes présentés 10% et facturés, 9,37%. Vous voyez, la marge était quand même faible, hein. Donc on est sur des honoraires motivants, euh, globalement. D'ailleurs, tu m'as posé la question sur ce qui se vend, les Oui. activités vers lesquelles il faudrait se diriger. J'ai pas forcément répondu à ça, mais j'en profite pour Bah, répondre tu à ça. avais une liste de 10 quand même, donc du coup, Oui, alors, la liste de 10 effectivement. La liste de 10 effectivement, alors j'en profite quand même, effectivement, hop, pour montrer. Il faut comprendre pourquoi ces activités en fait intéressent les gens. Vous voyez par exemple tu vois, dans la restauration, c'est un métier complexe. Et bien par exemple la restauration rapide à la brasserie sont des métiers où les marges sont intéressantes et la technicité faible. Ça intéresse beaucoup. ouais, C'est ben, la même pour chose trouver un un petit peu. local, c'est plus complexe parce qu'il y a plein de réglementations liées en fait à l'activité. Donc, Oui. Alors ça c'est intéressant parce que justement il faut bien identifier la notion de fonds de commerce. Fonds de commerce, je rappelle, c'est un outil de travail qu'on rachète tel qu'il est et on poursuit son activité tel que le cédant le faisait. C'est ce qui en fait un petit peu un marché spécifique, parce que c'est vrai que l'immobilier commercial, de manière générale, c'est un mot un petit peu valise où il y a tout, hein. Il y a les murs commerciaux, les locaux d'activité, les pas de port, droit d'entrée, droit au bail, il y a un petit peu tout. Et il y a aussi, effectivement, les fonds de commerce et transmission d'entreprise, dans lesquels ce qui fait la valeur de ce qu'on vend, c'est l'activité, c'est l'enseigne, c'est le nom, c'est la ça, c'est clientèle. ton cœur de métier, ça? Oui. C'est le Ok. cœur de métier parce que c'est quelque chose qui est passionnant. L'avantage du fonds de commerce, c'est que ça se valorise de manière extrêmement précise. Oui, c'est ça, oui, oui, parce que tu as une activité, tu reprends l'activité, tu as des bilans, tu as des chiffres qui sont déjà parlants, il y a peu d'inconnus en fait, quelque part. Il y a peu d'inconnus et même du côté des acquéreurs, parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'étais aussi courtier en financement pro dans mon activité. L'intéressant, c'est de maîtriser toute la chaîne et on se rend compte au bout que les banques financent des acquéreurs qui ont un profil adapté. Par exemple, les banques financeront entre pas du tout et difficilement quelqu'un qui est en reconversion professionnelle qui veut acheter un restaurant. Ça, elle va dire non, il faut que vous ayez une expérience significative. En revanche, pour financer un tabac, ça se fait beaucoup plus facilement. Ok, donc là, du coup, on rentre dans le dur aussi pour les agents immobiliers qui veulent peut-être se reconvertir dans l'immobilier pro. Eux, comment ça se passe du coup? Parce que là, tu viens de donner une spécificité. Qui doit vérifier quoi? Est-ce que c'est à l'agent immobilier pro de savoir qui peut faire quoi comme activité? Est-ce que ça fait partie des prérequis en fait avant de prendre un dossier? D'avoir par exemple un dossier de financement déjà sur un bien ou un fonds de commerce, ou est-ce que ça fait déjà partie de leur activité ou pas du tout? Alors aujourd'hui, bon, courtier, c'est un métier à part entière. Il faut avoir une accréditation IOBSP, donc tout le monde ne peut pas faire forcément ça, évidemment. Ceci dit, enfin, il faut le passer, l'accréditation. Mais alors moi, j'ai l'habitude de procéder autrement, c'est-à-dire que
Moi, je fais un entretien très qualificatif, très qualitatif, pardon, avec l'acquéreur au moment où je le contacte, au moment où contact entrant ou contact sortant, de manière à vraiment identifier ses critères de recherche. On parle beaucoup évidemment de son apport personnel, de ce qu'il souhaite faire, comment est-ce qu'il veut se rémunérer, comment est-ce qu'il envisage son exploitation, qui va travailler dedans. Je pousse assez loin cet entretien. D'ailleurs, un des outils qu'il y a sur le site permet, c'est une trame de questions à poser. Ah, c'est Et ça, intéressant. et ça permet d'avoir vraiment des éléments précis qui permettent derrière de dire, bah oui, je vous montre cette affaire parce que ça correspond. Vous avez le pourcentage d'apport, 30 à 40%. Vous avez le profil adapté parce qu'on sait que les activités, par exemple, de CHR, café, hôtel, restaurant, il faut une expérience significative pour les banques. Il y en a pas mal d'autres pour lesquels il ne le faut pas. Et c'est assez, quelque part, il suffit de se mettre à la place de l'acheteur pour voir ça. Et puis, il faut surtout une affaire au juste prix. D'ailleurs, l'affaire au juste prix, c'est ce que rappelle quand même le patron d'Altares, hein, dans la dernière étude qu'il a sortie sur les transmissions de fonds. Pour lui, le point le plus important, c'est la juste valorisation. C'est essentiel. Et moi, c'est mon cheval de bataille depuis toujours. C'est ce qui fait que dans ce métier, ben, j'ai bien réussi. C'est parce que je me suis, alors battu, le mot est un peu fort, mais c'est pas loin, avec les vendeurs toute ma carrière pour signer le mandat au juste prix. Ouais, c'est ça, Une ouais. fois qu'on Ouais. fait ça, ben, derrière, ça déroule, quoi, hein. Ouais, je suis d'accord. Et quelles sont les trois erreurs les plus fréquentes que tu observes chez les agents immobiliers qui se lancent dans la vente de commerce? Alors l'erreur la plus fréquente, déjà, c'est un peu ce côté attentiste. C'est vrai que souvent, je parle tous les jours avec des agents immobiliers, et c'est vrai qu'ils marchent à l'appel entrant. Voilà, on m'a appelé, on m'a recommandé, j'ai des prescripteurs, il faut que je développe un réseau pour qu'on m'appelle pour que les deals viennent. Et c'est une erreur majeure parce que généralement, c'est pas les bons qui arrivent. En plus, il y en a très peu qui arrivent, alors qu'il faut aller les voir. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Il faut Et c'est s'intéresser. très facile en plus, parce que Ouais, je rappelle quand même que la commerce à porte est ouverte, il suffit d'entrer, vous avez en face de vous un vendeur potentiel, hein. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Le- Autre erreur fréquente, Arnaud, oui, pardon, pardon, excuse-moi, juste une petite question. Euh, tu vas chercher des clients et c'est principalement ceux qui vont acquérir le bien ou ceux qui vendent? les vendeurs. Les vendeurs, d'accord. En fait, très Merci. simplement, hein, je me promène dans la rue, je rentre dans tous les commerces les uns après les autres, Ok, je leur donne ma carte de visite sur laquelle il y a marqué immobilier, enfin conseiller immobilier commerce, et je leur dis bonjour, est-ce que vous nous connaissez? Ils lisent ma carte, ils me disent, ah mais vous vendez des commerces? Ouais, je suis venu voir si vous étiez vendeur. Bah écoutez, vous avez bien fait de passer, je me demandais combien pouvait valoir mon affaire. Cette d'accord, réponse-là, j'ai entendu des centaines de fois. Et il m'a suffi en fait de passer la porte, tout simplement. Ce que la plupart des agents immobiliers ne font pas, et c'est précisément leur erreur. C'est ça. je vois. C'est ça. Très Bravo. intéressant. Merci. Ouais. Alors la deuxième erreur qu'ils font souvent, c'est prendre tous les mandats. Parce que c'est vrai que le défaut principal de l'agent immobilier dans le résidentiel, c'est de sacraliser les mandats. Le mandat. Ouais. Il me faut des mandats. Il faut des mandats en boutique. Il me faut du volume pour avoir statistiquement des ventes. Et c'est vrai qu'il y a cette culture de la volumétrie de mandats que je trouve une hérésie, hein, quelque part. Alors, statistiquement, oui, on sait que globalement, on vend une affaire sur 10 mandats. Mais ça, c'est quand on n'est pas regardant sur les mandats qu'on rentre. Moi, j'ai refusé des tonnes de mandats chez les commerçants, chez les entreprises, parce que j'ai rapidement compris dans ce métier que rentrer une affaire au prix, ça me permet d'éviter de me disperser, de perdre du temps et de l'argent inutilement, d'autant plus que dans l'immobilier, dans les ventes de commerce, c'est pas le vendeur qui paye les honoraires, c'est l'acquéreur. Donc ça me donne aussi une position de force. Et la troisième erreur la plus fréquente, c'est comme il n'existe pas de barème officiel en France, bon, sauf un obscur barème de comptable, mais bon, j'en reparlerai éventuellement, qui se base que sur le chiffre d'affaires, bah, souvent les agents immobiliers pensent qu'une affaire, ça vaut une année de chiffre d'affaires. Voilà. Or, c'est très loin d'être le Ouais, cas. bien sûr. Bien sûr. Et du coup, tu as parlé donc des acquéreurs, mais du coup, il y a un portail aussi qui existe où on peut retrouver tous les commerces en vente. Il existe plusieurs portails de diffusion, ouais, tout à fait, qui sont assez efficaces d'ailleurs. Alors je peux les citer, hein. Il y a sessionpme.com qui est probablement le principal, hein, sur lequel il y a, là, au moment où je vous parle, il y a 115 000 annonces. Il doit y avoir 62 000 annonces de commerce, fonds de commerce entreprise, une trentaine de milliers de de location pure et environ 17 000 de
immobilier commercial, c'est-à-dire droit au bail, murs commerciaux. Il y a Se Loger Bureau et Commerce, Le Bon Coin aussi, qui, bon, à l'époque, drainait beaucoup de curieux et ça commence à devenir quand même plus sérieux aujourd'hui. Donc, il y a pas énormément de portails, autant que dans le résidentiel, mais ceux qui existent sont très efficaces. Et D'accord. c'est vrai que lorsqu'on diffuse une annonce correctement, qu'on l'a rentrée au bon prix, qu'elle est bien faite, et c'est aussi un des outils qui est surestimé mon commerce, hein, à la fois des guides et des outils, eh bien, elle se distingue tout de suite et les acquéreurs la voient tout de suite et ils vous appellent. Ouais, donc c'est beaucoup D'où plus l'intérêt. performant, beaucoup plus rapide aussi que sur un portail de résidentiel, quoi. On est moins noyé dans la masse. Oui. Alors, Quelqu'un qui cherche une c'est-à-dire, boulangerie, quand même, dans un quartier bien précis, il n'y en a pas 15 000, quoi. c'est-à-dire qu'on fait tout de suite la différence. On fait tout de suite la différence lorsqu'on rédige une bonne annonce de fonds de commerce, parce qu'on la rédige déjà pas du tout de la même manière qu'une annonce une annonce d'habitation. Par exemple, déjà, on met pas de photo dessus. Et ça, souvent, ça étonne. Je peux vous Oui, montrer à quoi ressemble une bonne annonce de fonds de commerce. Voilà, ça ressemble à ça. Déjà, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom. Ce qu'attend un vrai acheteur d'une annonce de fonds de commerce, c'est ce qu'il y a là. C'est-à-dire d'abord des chiffres, un prix de vente, un chiffre d'affaires, une rentabilité. Il veut savoir comment ça tourne, avec qui, le type de bail et le loyer, la qualité de vie, donc au travers des horaires d'ouverture, de fermeture, congés, les indicateurs d'exploitation qui sont spécifiques à chaque activité. Par exemple, ici, pour du CHR, on va parler de tickets moyens, de volume de vente de bière, de café, le nombre de couverts jour, etc. Ça pourrait être le nombre de baguettes jour dans une boulangerie, le taux d'occupation dans un hôtel, bien etc. sûr. Et ça, c'est une annonce qui, étant au prix, avec une bonne rédaction et des éléments factuels, c'est ça qui est sympa, il n'y a aucun élément subjectif là-dedans, eh bien, ça fait une différence et ça va intéresser les acheteurs qui vont appeler. Ouais, ok. Ouais, très intéressant. Bon, alors on va revenir sur l'agent immobilier. Arnaud, ouais, Oui, pardon. pardon, vas-y, David. Et les informations que tu viens de montrer, ils les mettent en ligne? Oui, Ok. mais Genre même comme on ne met des pas infos de financières et tout. photo, Ouais, comme on ne met pas de photo, ni le nom de l'affaire, ni l'adresse, on ne peut pas les relier à une affaire. Donc, en fait, on diffuse des informations de valeur qui sont d'accord. confidentielles, sauf que comme on ne peut pas savoir de quelle affaire c'est, du coup, on préserve aussi la démarche de confidentialité du vendeur, qui lui est D'accord, chère, je vois. parce que le vendeur d'une affaire, il ne veut pas qu'on sache qu'elle est en vente, Non, D'accord, je vois. forcément. Je vois. très intéressant. Du coup, on va revenir sur l'agent immobilier qui, lui, bah, il découvre ce métier, il travaille peut-être avec ta plateforme et du coup, il va devoir aller voir des commerçants qui sont passionnés par leur métier, bien entendu, mais qui sont en train de vendre leurs biens, leur patrimoine professionnel et ça fait 20 à 30 années qu'ils ont travaillé dedans. Comment ils doivent approcher, en fait, le client? Alors, bon, on a écrit des méthodes hein, précises. Donc, je peux juste vous montrer parce que c'est en accès libre hein, sur le site, mais bon, ça a une grande valeur. Donc, je vous montre juste ça, puis je vous explique ça. Je réponds à cette question juste ensuite. Il y a trois grandes étapes. Il y a la première approche qui consiste à, soit vous avez été appelé, soit vous y allez. Il y a la seconde étape qui consiste à faire une bonne découverte, et la troisième étape qui consiste euh, à signer le mandat. Donc globalement, dans ces trois étapes, pour être crédible face à quelqu'un qui vous voit arriver, qui vous connaît ni Neve ni d'Adam, il y a au contact initial, il faut avoir une carte de visite adaptée. C'est déjà quelque chose qui est différenciant, hein, et, conseiller immobilier et commerce. Il faut avoir un petit pitch. Le petit pitch, il est justement dans notre premier guide qui s'appelle Prospection. Un petit pitch très court, hein, dans lequel on va aussi montrer un exemple de rapport et un exemple d'annonce. Je viens de vous montrer un exemple d'annonce. Vous pouvez également montrer aux commerçants un exemple de rapport d'estimation, un exemple de dossier. Voilà, alors, voilà le genre de dossier, monsieur le vendeur, que je monte sur mes affaires. Et ça, vous voyez, on a un dossier quand même qui est dense. Celui-ci fait 32 pages. Dessus, il y a des éléments concrets de l'affaire. Il est personnalisé. Il y a les éléments d'exploitation. Tout cela a convergé dans une valeur précise de marché. Il y a des coefficients. Il y a des plans de financement avec reste à vivre et ça, c'est très efficace. Et puis, il y a une analyse complète des points forts et points faibles de l'affaire qui va montrer des choses très cohérentes. Et ça, si vous voulez, ça permet de montrer aux vendeurs que, en plus de nos paroles, il y a des actes derrière. Donc ça, c'est la première étape.
Et ça tape déjà très fort, hein. Suffit là, je viens de rentrer dans un commerce, il ne me connaît pas. Je lui dis, voilà, j'ai une carte de visite, voilà qui je suis, voilà comment je travaille, voilà le dossier que je remets à mes acquéreurs que lorsqu'ils ont visité l'affaire et qu'ils m'ont signé un document de confidentialité. En amont, je leur montre, je les fais venir avec une annonce que vous voyez là, où il n'y a pas de photo ni d'adresse, mais il y a des éléments concrets. Et ça, déjà, c'est ultra différenciant. Étape 1. L'étape 2, ça s'appelle le rendez-vous de découverte. Le rendez-vous de découverte qui est fondamental, c'est là qu'on va vraiment avoir un impact sur le vendeur fort. Et c'est ce que la plupart des agents font pas. Il y a beaucoup d'agents, ils prennent un mandat sans se poser la question des chiffres, etc., de comment tourne l'affaire. Donc c'est pour ça qu'on a créé. On a, vous savez, sur l'outil, il y a 25 outils pratiques de terrain. Ils sont tous là. Le premier d'entre eux s'appelle Conduire l'entretien avec le vendeur d'un fonds de commerce. Il suffit de le télécharger. Et ça ressemble à ça. Et c'est une trame de questions qu'on va poser au vendeur sur comment fonctionne son activité. Emplacement, qualité du local, le loyer, le bail, la clientèle. On va lui poser toutes ces questions. Et ça légitimise instantanément l'agent qui utilise ça face au vendeur. Parce qu'il sera généralement le premier à lui voir poser toutes ces questions. Et la troisième étape et dernière étape, ben, c'est quand on va voir le vendeur et que on lui remet l'estimation, mais on n'y va pas pour lui remettre l'estimation. En tout cas, notre outil a été pensé pour aller beaucoup plus loin que ça. Quand on y va avec un rapport d'estimation comme ça, c'est pas pour lui remettre une valeur, c'est pour signer un mandat au juste prix. Quand on va lui dire, et lui il en veut 600 000, et qu'on va lui dire, bah, votre affaire, elle vaut 283 000. Et on va lui expliquer pourquoi, dans des termes qu'il comprend. C'est pour ça qu'on a mis 3 ans pour calibrer cet outil, pour faire en sorte que ce soit intuitif. Parce qu'il faut se souvenir, je vais terminer avec ça, que les exploitants de commerce en général sont pas plus calés en compta que le commun des mortels. Moi, quand j'avais un restaurant, j'avais mon restaurant que j'ai vendu, je savais pas lire mon bilan. Bien, j'ai découvert que la plupart des commerçants et chefs d'entreprise, c'est un peu la même chose quand même. Ok, c'est pas rassurant, mais ok. Enfin, rassurant peut-être pour l'agent immobilier, du coup, Oui. parce que du coup, il sait qu'il va pouvoir faire face et venir vers Léon qui a décidé de vendre son entreprise au bout de 30 ans avec un document qui est bien étayé. Par contre, effectivement, il va devoir gérer le fait de lui annoncer que son commerce, il vaut pas ce qu'il pensait, quoi, le montant qu'il pensait. Et c'est là toute la difficulté en fait. Parce que délivrer une valeur, c'est une chose, mais la faire accepter au vendeur, c'en est une autre. Et C'est il faut en ça, plus arriver à le faire sans s'appuyer sur des éléments comptables, des arguments comptables, qui malgré tout ont été la base de l'estimation. c'est ça. Et C'est dans le process de vente d'un fonds de commerce, est-ce que ça s'apparente, on va dire, dans le parcours de vente, est-ce que ça s'apparente à celui d'un bien résidentiel ou c'est totalement différent au-delà de l'expertise que tu viens de nous montrer? Est-ce que après ça se déroule de la même façon? Oui, le parcours, c'est le même, hein. Il y a offre acceptée. Ensuite, il y a on récolte les éléments du côté de l'acheteur et du vendeur. On communique tout à un juriste. Et dans un fonds de commerce, il vaut mieux que ce soit un avocat en droit des affaires, qu'on appelle aussi un avocat fiscaliste, hein, c'est vraiment la spécialité. Les fonds de commerce, les droits au bail et les titres de société. On a ensuite le compromis de vente. Donc, globalement, on est à peu près à J plus 30, mais avec les méthodes que vous avez, les guides, c'est les outils sur d'autres solutions. On a pas mal d'utilisateurs qui signent leur compromis en une semaine. Et ensuite, on a les conditions suspensives qui sont généralement de 2 mois, puisque alors, la première condition, ça va être l'obtention du prêt bancaire. Généralement, les banques aujourd'hui délivrent un prêt pro écrit ferme, hein, bien sûr, en 4 à 6 semaines. Et la condition la plus longue, c'est la non-préemption de la mairie, puisque ça dure généralement, ça peut durer jusqu'à 2 mois. La plupart des mairies répondent bien plus tôt, mais il y en a qui se laissent 2 mois de réponse. Donc on est sur un deal globalement entre offre acceptée et signature définitive de 3 mois. On a créé des outils sur Estimation Commerce qui permettent aux plus efficaces de nos utilisateurs de de diviser cette durée par deux. Bravo, c'est bien ça. En Donc ça gros, peut aller très vite. en gros, si je t'écoute, ton outil permet à quelqu'un, enfin un agent immobilier qui débute, de commencer à bosser au bout de quelques heures de formation sur ton outil, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une grosse dimension pédagogique sur l'outil où on va partager en fait plein de choses parce que on aime faire en sorte que nos utilisateurs réussissent.
Donc, on a mis à disposition sur l'outil des ressources en accès libre qui sont très riches, hein. On a une bibliothèque complète de conseils de pros sur toute la thématique commerce, entreprise, bail commercial, etc. On a également ces guides qui valent de l'or, hein, parce que vous trouverez ça nulle part ailleurs sur la planète, hein. Ça, ce sont quand même ces 15 ans d'expérience condensés en 12 étapes, avec des mots simples et des actions, enfin, des choses actionnables tout de suite. Et ce sont des méthodes jalousement gardées par les quelques acteurs de la profession. Nous, on a choisi de vous les mettre à disposition. Donc, ceux qui lisent ça réussissent. Et puis, on a en plus ces 25, ces 25 outils de terrain ici qui sont des outils sur lesquels on peut s'appuyer tout le long du deal, hein, depuis le départ jusqu'à on communiquer avec les acheteurs, apporter des ressources aux acheteurs, gérer l'offre, le compromis et jusqu'au bout au dossier de financement. On a même une plateforme de mise en relation pour obtenir un financement pro. Donc oui, c'est une plateforme globale. L'objectif, c'est de permettre à celui qui se lance de réussir. D'ailleurs, on a des retours, je peux en citer un, hein, d'un réseau Capifrance, hein, voilà. Un mandataire qui s'est lancé le 1er septembre, il s'appelle Jean, et il nous a écrit, donc il a été vraiment studieux, il a fait comme on recommande de faire, et on envoie une petite formation à la souscription. Et le 2 novembre, il m'a envoyé un message pour me dire, Arnaud, je suis super content, voilà, j'ai eu ma première offre acceptée sur le bistrot, alors je cite pas le nom, mais bon, bref, 2 mois et un jour en Bravo. démarrant à zéro. Et C'est pas mal. c'est une formation professionnelle qui est reconnue ou c'est simplement c'est toi qui l'offre en même temps que un abonnement, par exemple? Alors, Il y a les OPCO, il y a des choses dessus, là-dessus, ou pas du tout, non? non, ça c'est quelque chose qu'on offre. C'est une formation qui est dédiée à l'optimisation de l'outil. D'accord. Cependant, pour ceux que ça peut intéresser, je dispense une formation qui est éligible loi Allure, prise en charge qui dure 8 heures. C'est en visio. Je vous mets le lien dans le chat de conversation si ça vous intéresse. Et cette formation, elle est extrêmement riche. Elle vient de mon expérience terrain, parce que ben, pendant une quinzaine d'années, avec mon équipe, on a vendu plus de 300 affaires, hein. Donc dedans, il y a le bilan, le bail, les types de biens, le marché, les méthodes commerciales de A à Z, les annonces, les réseaux sociaux. Il y a tout ce qu'il faut savoir pour réussir et ça vient du terrain. Donc si ça vous intéresse, cette formation, en plus, elle est prise en charge par les organismes habituels. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est des formations qui sont assez rares, donc profitez-en. Ok, donc on a vu que bah, le contexte il est propice, Mm. que le client il est facilement identifiable, que les marges elles sont, enfin, les honoraires sont plus importants dans le commerce, enfin dans le commerce plutôt que enfin, dans l'immobilier pro plutôt que dans le résidentiel. On a vu que ton outil il permet évidemment de se lancer assez rapidement. Il faut combien de temps d'ailleurs, admettons? C'est en moyenne un agent immobilier qui est dans le résidentiel, qui a décidé de se lancer dans l'immobilier commercial. Toi, tu l'accompagnes avec tes équipes. En combien de temps, en fait, il peut devenir, Les premiers honoraires, quand on est studieux et en fait, le plus Là, tu as difficile. donné un exemple avec Jean qui a fait ça en 2 mois, Ouais. mais Ouais. est-ce qu'en règle générale, ils sont tous comme Jean ou il faut plus de temps? Non, alors, ils sont pas tous comme Jean, et en fait, le frein principal, c'est soit leur bonne volonté pour aller sur le terrain rencontrer des commerçants, soit craquer, j'ai envie de dire, et accepter de signer des mandats trop chers par peur de froisser le vendeur, ce qui est une erreur. Ceux qui suivent la méthode et les outils, généralement, dans les 3 mois, ils ont leurs premières offres En, acceptées en gros, et ils ont leur premier. tu conseilles vraiment que l'agent immobilier se repose sur ton outil. Il Euh, est fait pour. Est-ce qu'il a besoin, lui, d'être accompagné avec un expert comptable pour aller voir le client ou pas du tout? Non, c'est pas nécessaire, Est-ce qu'il puisqu'en a fait, besoin de consolider ton rapport d'estimation? Est-ce qu'il a besoin de le faire consolider par un expert comptable ou le client, enfin le vendeur, est-ce qu'il a besoin de le faire aussi ou c'est pas la peine? ce sera pas nécessaire et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'expert comptable, en fait, il va pas avoir l'approche qu'on a nous, dans la mesure où on intègre la réalité du terrain dans l'estimation. D'accord? C'est-à-dire les 40 critères d'exploitation qui ne sont pas comptables. Globalement, l'estimation, elle se fait sur plusieurs critères. Les experts comptables, ils suivent un barème qui s'appelle le barème Lefebvre, dans lequel on leur dit, tu as 150 activités, pour chacune, tu as une fourchette. Alors, je prends l'exemple de la boulangerie. Ça va de 150 à 140% du chiffre d'affaires. Et voilà sur quoi ils se basent pour délivrer une valeur à leurs clients boulangers. D'accord.
Une valeur d'un fonds de commerce, ça dépend à la fois du pourcentage du chiffre d'affaires, avec des fourchettes qui sont quand même bien moindres, évidemment. Ça dépend également d'un multiple de la rentabilité retraitée, la vraie rentabilité, parce qu'elle permet à l'acquéreur de rembourser son prêt sur l'achat du fonds et de se payer, ce qui est fondamental, puisqu'il va bosser dedans. Et elle dépend aussi de tous les critères d'exploitation. Quelles sont les caractéristiques du local d'activité, les éléments du bail commercial, le poids du loyer, les ratios d'exploitation, l'ancienneté, la e-réputation, les normes, le matériel, les agencements, l'implantation. Donc dès comme ça, il y en a une quarantaine. Et c'est ce que fait Estimer mon commerce. Donc c'est pour ça qu'on a mis 3 ans pour calibrer précisément l'outil, pour que tout ça en fait rentre en ligne de compte dans la valeur qui va être vraiment sur mesure pour chaque activité. Et surtout, ça va analyser dans le rapport, en donnant des textes très concrets et très précis, factuels, d'analyse des points forts et points faibles de l'affaire, non comptables, que l'agent peut utiliser comme argument en lecture directe face au vendeur pour lui expliquer en des termes simples qu'il comprend pourquoi son affaire, elle n'est pas aussi mirifique qu'il le pense. Là, vous avez pas de stationnement. Là, vous avez un Donc, local tu sur étudies, lequel l'environnement du commerce et également sa zone d'achalandage, en fait. c'est ça. Et alors, ce qui est le plus fort, c'est que c'est Avec une une notation, je sais pas, tu la c'est- confrontes en fait au chiffre d'affaires et avec une projection sur 2 à 5 ans ou pas. Alors, on part pas sur une projection, on part vraiment sur des chiffres réels parce que c'est ce que D'accord. font les banques, c'est ce que font les acquéreurs, c'est ce que font leurs conseils. Donc, on est vraiment obligé, pour avoir une évaluation réaliste, il faut vraiment se caler sur la pratique du marché, en fait. Et c'est en ça qu'on entend beaucoup de choses sur la valorisation, on entend même un peu tout et son contraire, hein. Et c'est pour ça qu'on a créé cet outil, parce que nous, alors je vais parler pour moi, hein, pendant des années, bah, j'ai été en but avec l'avis de l'expert comptable, avec l'avis du vendeur, avec l'avis de un tel, un tel, un tel. Et en fait, je me suis aperçu à la fin, quand on tire un trait, que au final, la valeur de vente, c'est celle à laquelle tout le monde se rejoint, et c'est cette valeur précisément que délivre Estimé Mon Commerce. C'est la valeur de vente. Donc, Ok. si l'utilisateur utilise bien et argumente avec le vendeur sur cette valeur, le temps d'attente, il le réduit à zéro. Et ceux qui sont nos utilisateurs les plus studieux, j'ai envie de dire les plus respectueux de la méthode, signent des mandats instantanément au bon prix et trouvent des acheteurs en quelques jours. Ok. Intéressant. David, toi qui maîtrises un peu le sujet, J'ai juste une petite question. Je voulais savoir euh, quels sont si on dit les deux, trois patterns les plus importants pour que ça se vende très vite. Genre là, par exemple, j'ai vu la première page, c'est principalement le chiffre d'affaires et le bilan comptable. Donc, est-ce que c'est plutôt, ils vont regarder juste les chiffres ou ils vont aller aussi voir à côté s'il y a un parking et regarder toutes ces informations de plus? et tu sais que t'es incroyable, c'était ma prochaine question, disons. Je sais pas comment t'as fait, David. Alors, Connecté. je vais vous Ouais. montrer comment un acquéreur parcourt une annonce et ce qui retient son attention. Voilà, une annonce de fonds de commerce. Déjà, la première chose qu'ils vont regarder, c'est les chiffres, c'est-à-dire la triangulation entre le prix proposé et le chiffre d'affaires et la rentabilité. Les acheteurs connaissent les métriques, donc ils connaissent ces ratios. Donc, quand c'est bon, déjà, ça les intéresse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le type d'activité. Il y a des activités qui, traditionnellement, sont très difficiles à vendre. Si je prends par exemple les coiffeurs, les fleuristes, les restaurants gastronomiques, pour ne citer que, ça, c'est des activités dures à vendre. Donc, ça va moins intéresser les acheteurs. Donc, déjà, il y a ces deux facteurs-là. Et une fois qu'on a la bonne activité au bon prix, ils vont regarder les critères d'exploitation. En commençant par la qualité de vie. Ici, est-ce que je vais devoir bosser 7 sur 7 ou est-ce que je peux quand même souffler un peu? Ils vont regarder les termes du bail commercial et notamment le poids du loyer sur le chiffre d'affaires qu'on appelle le taux d'effort. Ici, 4%, c'est très intéressant, sachant que 10%, c'est déjà un seuil qui va être assez rebutant pour les acquéreurs. Et ensuite, ils vont regarder comment travaille l'affaire, qui travaille dedans. Généralement, les affaires, c'est tenu par des couples et les acheteurs sont souvent des couples. Donc, on fait une identification. Tous ces éléments-là, on se sert de cette trame en rendez-vous de découverte au tout début pour leur poser toutes ces questions. Vous voyez par exemple les ressources humaines, hein, là. Voilà, vous dirigeant, vous faites quoi? Est-ce que votre épouse travaille avec vous? Ensuite, vos salariés, etc., etc. Ça permet ensuite d'avoir tous les éléments concrets pour monter ça. Et les acheteurs donc procèdent dans cet ordre. Et quand ça leur convient,
il vous appelle. Ça paraît simple. Je vois. Alors, Donc, c'est ça surtout paraît simple. logique. Ouais. C'est surtout logique, en fait. Ouais, c'est Ça- logique. je pense que c'est un métier où il faut vraiment se mettre à la place des acheteurs. Mm. Donc, si je comprends Arnaud, pour le fonds de commerce qui est aussi particulier parce que, si j'ai bien compris, ils vont récupérer l'activité, c'est bien ça? Oui, Voilà. Donc, ce qui compte, c'est des données internes. C'est oui. vraiment, ouais, ok. C'est- et est-ce que tu fais aussi d'autres types euh, d'acquisition comme quelqu'un, par exemple, qui veut récupérer un local et le transformer pour faire autre chose? Parce que c'est ce que je vois souvent, moi. Alors, dès lors qu'on rachète quelque chose et qu'on le transforme, on n'est plus sur une notion de fonds de commerce, ou en tout cas, on rachète quelque chose finalement dont la valeur va disparaître une fois qu'on a transformé. Donc oui, D'accord. l'outil estime en commerce permet d'estimer d'autres choses. Il y a les murs commerciaux, il y a les titres de société, etc. Mais si on rachète quelque chose qu'on transforme, on rachète plus vraiment en fonds de commerce. Alors, je vais donner D'accord. un exemple. J'achète un magasin de prêt-à-porter dans lequel, alors prêt-à-porter, c'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est c'est Tu un te peu casses la gueule en compliqué. ce moment. On va dire, j'achète une boucherie, Bien sûr. tiens. Une Ouais. boucherie, les boucheries sont des commerces rentables, mais difficiles à vendre parce que c'est des Mhm. métiers pénibles, comme les poissonneries, les traiteurs, les charcuteries, par exemple. Mhm. Je vais acheter une boucherie qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, qui dégage 200 000 euros de rentabilité. Alors, je vais vous dire un chiffre comme ça, elle fait, on va dire, elle vaut pas loin de 300 000 euros. OK. Euh, L'acheteur dit, moi, je rachète ce fonds de commerce, parce que le vendeur lui dit, moi, je vends une affaire qui tourne, je vends en fonds de commerce. Et l'acheteur dit, bah, moi, je rachète ça, mais je transforme en poissonnerie, tiens, pour rigoler. Mhm. Il va aller avoir une banque. Et la banque va lui dire, bah oui, mais là, vous rachetez un fonds de commerce avec un prix qui est indexé sur la clientèle, l'enseigne, le chiffre d'affaires, la rentabilité. Donc, vous allez en fait jeter tout ça à la poubelle. Moi, je vous finance pas. Mhm. C'est Je ça vois. la difficulté. Ou alors il faut vraiment qu'on soit sur un prix très bas. Mais pour le coup, il faut que le vendeur accepte d'être sur un prix très bas. Donc on va être sur un décalage permanent sur ce genre d'opération-là. Et c'est en ce Mhm. sens-là que les commerces qui ferment peuvent, pour les gens qui ont un peu peur des chiffres, ça peut représenter une opportunité intéressante. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était les choses les plus difficiles à vendre. Je vois. Je vois. Ok. Et à ton avis, ça représente à peu près combien le rachat de fonds de commerce par rapport au rachat tout court, Alors, le rachat au tout court, pourcentage? le C'est-à-dire, rachat. on rachète pas le fonds de commerce, mais on prend juste le local pour le transformer. Pour moi, alors, il y a pas de chiffres, c'est ça. Enfin, il y a des chiffres sur les ventes de fonds de commerce, on les connaît, c'est à peu près 32 000 euros, 33 000 par an. Alors à ça, il faut ajouter aussi les cessions de titres, hein, de parts sociales et actions qui sont pas dans le Bodac. Donc on peut dire on va dire c'est difficile à dire, mais on pourrait dire à 70 000 80 000 affaires qui se vendent chaque année. Sur les ventes de droits au bail, c'est beaucoup plus opaque. Donc, ce qui est certain, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la notion de droit au bail pur, parce que c'est ça dont il s'agit, un local vide, hein, on va tout transformer, ou on rachète un local, on le transforme, il faut passer par un bailleur pour négocier avec lui. C'est une notion qui tend à disparaître parce que les acquéreurs, eux, ils savent derrière qu'il faut tout casser, tout refaire. Ils ont un billet de travaux et d'aménagement qui est important, chose qu'ils n'ont pas quand ils rachètent un fonds de commerce puisqu'il est en état de marche Mhm. et que, sauf exception, il n'est pas délabré. C'est ça. Donc, ils peuvent pas à la fois mettre un billet sur le droit au bail élevé et à la fois sur les travaux, ça leur fait des grosses enveloppes. En plus, ils démarrent à zéro. Les banques aiment pas trop ça. Pour le coup, il y a de moins en moins, enfin, les valeurs s'effritent sur les droits au bail. Et lorsqu'on n'est vraiment pas sur des emplacements, mais vraiment exceptionnels ou très bons, emplacement numéro un, ils sont pas nombreux dans les villes, bah, les droits au bail s'attendent finalement à disparaître et à partir en location pure. Donc D'accord. voilà, c'est un peu spécifique. C'est ça. D'accord. Et lors du rachat, est-ce que cette entreprise est flaguée comme radiée ou comment ça marche côté administratif? Alors, il y a pas mal de cas de figure lorsque, bah, si par exemple, le vendeur du droit au bail, c'est l'occupant des locaux, hein. Donc, c'est la personne qui a encore sa boîte, hein, a priori. Lorsqu'effectivement, ensuite, il a terminé, il est parti et que le bailleur a récupéré, ça s'appelle dès lors un droit d'entrée ou un pas de porte Mhm. puisque le vendeur est plus le même, c'est plus l'exploitant, c'est le bailleur. Donc bah, il peut tout arriver. Il peut très bien avoir déjà été radié ou pas. Enfin, normalement, il est encore non, c'est une bêtise. Il est encore en activité puisque le produit de la vente va rentrer dans son bilan.
D'accord. D'accord. Non, je voulais juste savoir, quand on voit, par exemple, une entreprise qui a été radiée, ou un commerce, c'est pas obligatoirement parce que, voilà, il y avait une liquidation ou ça n'a pas Non, marché. Ça non peut du être. tout. Ok, je vois. Non, moi, le jour où j'ai vendu mon restaurant que j'avais avec mon épouse, la société, on aurait pu la conserver pour faire autre chose. Il aurait fallu changer l'objet social, etc. Ça nous aurait évité de dépenser de l'argent et puis ensuite d'en remettre au pot pour recréer une société. Mais on n'en avait plus l'utilité, donc on l'a dissoute. Elle a été Ok, radiée parce que, voilà, mais on a vendu notre fonds de commerce qui fonctionnait très bien. Donc il n'y a pas de relation entre la radiation et la... d'accord. Et il y a moyen de différencier les deux ou pas? Bah en fait, c'est quand c'est issu d'une liquidation, enfin d'un redressement puis d'une liquidation que effectivement on peut le voir. Il faut que ce soit, faut que ce soit tagué comme ça sur le société.com. Je sais pas si c'est le cas d'ailleurs, mais je pense qu'il oui, il y a l'historique, donc on doit pouvoir le retrouver. D'accord. Merci Arnaud. Merci David. D'accord. Maintenant Arnaud, si, s'il y a des agents immobiliers qui sont pas encore lancés dans l'immobilier pro, est-ce que tu as, un conseil, une action concrète à leur donner afin qu'ils puissent se mettre en action dès aujourd'hui, on va dire? Tout à fait. J'en ai deux et ça dépend que de leur bonne volonté une fois de plus. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on voilà, on dépend pas d'un réseau de prescripteurs. Le time to business peut être très court. Donc la première chose que j'invite à faire, bah, créez votre compte sur Estimez mon commerce et puis abreuvez-vous des guides qui sont en accès libre, hein. Je Ça répète, en coûte accès combien libre, d'ailleurs hein. d'être abonné à Estimer mon commerce? Alors Là, c'est déjà ça direct, hein. coûte Là, c'est rien. direct. La question, elle est directe, elle fait mal. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Alors déjà, les guides coûtent rien, hein, donc c'est important quand même à préciser. Donc déjà, ça, c'est si on veut se lancer, la connaissance est là. Ensuite, bah, il y a un deuxième truc qui peut être bien, c'est prendre un abonnement mensuel sans engagement. Ça, c'est un mois complet. Il y a autant d'estimations que vous voulez. Et surtout, il y a les 25 outils pratiques à télécharger. C'est-à-dire que là, en payant 119 euros, vous aurez accès à ces 25 outils que moi, j'ai utilisés pendant 15 ans. Et ça vaut de l'or. Ça vaut largement plus que 119 euros. Ça, D'accord. c'est une première chose. Donc, vraiment, s'abreuver complètement de toutes les ressources qu'il y a sur le site, de la formation qu'on offre. On a un chat online avec des humains qui répondent à vos questions, c'est-à-dire mon équipe et moi. Et ça, c'est quand même rare. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Ça, c'est un des deux conseils. Et l'autre, qui est très simple, il faut descendre dans la rue avec des cartes de visite, sillonner le secteur et aller voir les commerçants. Bonjour, voilà ma carte, je vends des fonds de commerce. Il n'y a rien d'autre à faire. Ok, C'est très ça simple. marche. Est-ce que, bon, un agent immobilier qui a sa carte T, on ne pose pas la question, c'est facile pour lui. En revanche, pour un mandataire immobilier, Oui. aujourd'hui, il me semble que tu as des partenariats déjà avec IAD, CAFPI. On est partenaire d'une trentaine de réseaux aujourd'hui. Donc eux, ils peuvent commencer tout de suite, direct. Par contre, c'est pas des enseignes qui sont spécialisées, des réseaux qui sont spécialisés dans la vente de commerce. Ils s'y mettent petit à petit, mais ils sont pas identifiés comme tels. Est-ce que tu On en as a... aujourd'hui? Euh, Non. Alors, c'est intéressant, c'est une bonne question. La quasi-totalité de nos utilisateurs, un, sont néophytes en comptabilité. d'accord. Parce qu'on a fait quelque chose de très intuitif. Je vais pas montrer le parcours, mais c'est hyper intuitif et on est même en train de sortir une fonctionnalité, je vous le dis un peu en avant-première, qui va arriver d'ici, on va dire, entre mi et fin mars max, où vous téléchargez le bilan et ça remplit les chiffres tout seul. Mais Mhm. aujourd'hui, ça se fait à la main, mais c'est très simple. Il y a des tutos, c'est vraiment enfantin. Donc non, des néophytes. La plupart de nos utilisateurs sont des agents immobiliers qui sont dans leur résidentiel, qui veulent aussi faire des commerces, parce que nous, on pense que aujourd'hui, pour voilà, avec l'hyper-concurrence qu'il y a, faut quand même être polyvalent. C'est bien. Il y a plein d'agents qui ratent des opportunités en prenant pas des commerces. Donc tout le monde peut utiliser notre outil. La carte T, c'est la même. Il y a marqué transactions immeubles et fonds de commerce, donc on est tranquille. Les mandataires dépendent d'une carte T. Donc, il n'y a vraiment pas de barrière à l'entrée. Ok, mais est-ce Il que faut... tu as un réseau, par exemple, enfin un ou plusieurs réseaux qui sont spécialisés dans la vente de commerce? Alors, il y en a très peu, hein. Il y a un réseau national qui s'appelle Michel Simon. D'accord? C'est un réseau d'une trentaine de cabinets. C'est un petit réseau qui existe depuis un petit moment déjà. Après, il y a un réseau de mandataires. Alors, le réseau de mandataires qui fait pas mal de pros, c'est propriétéprivée.com. C'est celui qui en fait le plus.
Mais c'est de toute façon minoritaire comme activité. Et ensuite, tous les réseaux le font à la marge, parce que dans tous les réseaux, il y a 10, 15, 20% des mandataires et ou des agents, parce qu'il y a aussi des agents. Il y a aussi, j'ai oublié de citer Orpi Pro quand même, hein, effectivement, en réseau d'agence qui fait du pro. Donc il y a toujours un pourcentage des agents, des conseillers, des mandataires, appelons ça comme on veut, qui sont intéressés par l'IMO-Pro parce qu'ils ont compris il y a un marché qui est top, quoi. Ok, c'est intéressant. Très Mm. intéressant. Eh ben, on va passer aux questions. Est-ce que il y a des gens qui souhaitent poser des questions? Vince, Christophe, David? Je regarde si. Non? J'en ai posé pas mal, mais j'ai une Ouais. autre question, hein. Euh, je voulais juste savoir, parce que pour les franchiseurs, par exemple, franchiseurs, c'est bien réglementé et les franchiseurs ont l'obligation de donner ce qu'on appelle l'état local de marché et l'état général de marché aussi pour les franchisés. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent pour les commerces classiques? Est-ce qu'il faut donner type une étude de marché pour ce qui est à côté, l'environnement, etc. À part les données internes, je parle des données externes. Alors, figurez-vous que cet outil, j'ai créé ce fichier, donc je le transmets bien volontiers à ceux qui me le demandent. J'ai créé un petit fichier qui se base en fait sur les statistiques INSEE sur les commerces en France, qui recense par commune le nombre de commerces et les types de commerces, qui permet à celui qui le souhaite de connaître le nombre de mandats potentiels qu'il a sur sa zone, sur son secteur géographique, à partir du nombre de commerces et de la diversité qu'il y a, et des statistiques qu'on connaît de pourcentage de vendeurs par rapport aux commerces existants. D'accord. Voilà. Non, pardon, ce que je voulais dire, peut-être que j'ai mal, j'ai mal posé la question. Euh, je parle de la qualité d'emplacement dans ce type de rapport. On met la qualité d'emplacement comme du scoring. On dit, par exemple, vous êtes sur un emplacement qui est intéressant. À côté, on peut faire une sorte d'étude sociodémographique. Les gens qui sont à côté, ils ont, je sais pas, il y a déjà un nombre, par exemple, il y a 20 000 personnes et vous pouvez avoir un marché potentiel de 9 000 personnes qui gagnent autant, etc., etc. Genre, en gros, euh, ce qu'on appelle Là, la qualité d'un... Ouais. on parle d'un franchiseur qui donnerait ça à un futur franchisé, hein. Ouais, exactement. Il a cette Mm. obligation de donner ce qu'on appelle l'état Oui, local de marché, où dedans il y oui, a des informations euh, type sociodémographique, le nombre oui. de clients, le Mm. potentiel, les concurrents qui sont à côté, etc. Beaucoup d'informations qui permettent un petit peu de comprendre l'environnement de ce local. Pas des données internes, ça n'a rien à voir avec les chiffres, etc. Mais juste pour dire, voilà votre emplacement, voilà ce qu'il y a à côté et le potentiel de cet emplacement. Est-ce que c'est demandé ça dans le commerce? Ils le font? Est-ce qu'il y a des obligations? Comment ça marche en gros? Alors, si on parle au niveau d'un... Alors, figurez-vous, c'est un outil qu'on est en train de développer qui sera disponible sur Estimer mon commerce. Mm, Notre objectif, c'est à la prochaine rentrée, déjà. On mm, appelle ça l'étude locale de marché, effectivement. mm. Dans les franchises, c'est un document, oui, qui doit être obligatoire dans le document d'information précontractuel. Euh, et dans les franchises qui font du pro, bah, qui sont pas nombreuses du coup, hein, j'en ai cité deux, qui doivent le faire, qui donnent en tout cas le potentiel de marché à leurs futurs franchisés en termes de nombre de commerces sur le secteur qui leur est confié. Après, comme je suis pas dans leur secret, je peux pas spécifier quelle est la teneur complète du dossier remis, mais en tout cas, je sais qu'il y a dedans le nombre de commerces potentiels sur la zone. Ce qui reste quand même la chose principale. Quand on sait qu'il y a environ un commerce sur six qui est potentiellement vendeur quand on va le rencontrer, ça vous donne tout de suite une idée de potentiel. Donc après, il suffit de dénombrer les commerces sur une ville et on sait où on en Bien est. sûr, Donc bien oui, je sûr, pense que... bien sûr. En fait, c'est juste que ça reste, pour moi, parce que nous, notre entreprise, ce qu'on fait, c'est principalement la qualité d'emplacement. On ne regarde pas les données internes des entreprises. Et c'est tout un monde. On prend beaucoup de données pour évaluer la qualité de cet emplacement. Et il y a des aspects aussi qui sont cachés. Si par exemple un concurrent vient d'arriver, quel serait l'impact sur la clientèle, sur Hmm. le chiffre d'affaires? Ce genre de questions reste
plus ou moins complexes, c'est des simulations qu'on peut faire. Mais je voulais juste savoir, parce que le fonds de commerce, c'est un peu particulier. Quand quelqu'un va récupérer un local, euh, je pense que s'il n'a pas les chiffres, ou s'il va changer complètement d'activité, les chiffres n'ont pas vraiment de sens, et il va se demander, est-ce que c'est un bon emplacement? Mais pour le fonds de commerce, je comprends bien que ce qui compte le plus, ce sont les chiffres, parce qu'on va récupérer cette activité et tout, et les chiffres, je dirais, c'est la métrique principale. Mais je voulais juste avoir ton avis sur est-ce que la qualité d'emplacement compte ou il est juste secondaire dans ce cas de fonds de commerce? Alors, sur les fonds de commerce, oui, la qualité d'emplacement est fondamentale, évidemment. Mais la qualité d'emplacement, c'est pas ce qui fait la valeur d'un fonds de commerce, parce que c'est plutôt la qualité d'emplacement va déterminer le flux et donc le volume de clientèle qui elle-même va générer un chiffre d'affaires et une rentabilité qui sont eux-mêmes les piliers d'une estimation au départ. Donc, quelque part, indirectement, l'emplacement influe la valeur, mais on rencontre beaucoup de commerçants qui surestiment la valeur de leur affaire à cause de l'emplacement alors que c'est ce qui leur permet quand même de générer ce chiffre et c'est la base. Les chiffres sont comme la base d'une estimation et non pas l'emplacement. C'est Je- ensuite ce qui fait la différence. Pour un acheteur qui hésiterait entre deux affaires, effectivement, il ira vers celui qui a l'emplacement qui lui semble le plus sympa, mais l'emplacement en lui-même, c'est voilà, c'est pas quelque chose alors, dans une transmission de fonds de commerce, c'est pas ce qu'on va valoriser directement. En revanche, si on achète un local commercial, bah là, pour le coup, c'est ce qu'on va valoriser en premier. ouais. Parce qu'on n'a aucune donnée concrète sur là où on peut aller. On peut faire que des prévisionnels d'exploitation, mais on n'a pas de recul d'exploitation de deux chiffres. Donc pour le coup, Ce que j'avais compris aussi, c'est parfait. emplacement, taille du local, largeur de façade et données du bail, destination du bail. Ce qu'on Ouais. peut faire dedans, ça va être là pour et le montant du loyer. Ça va être un peu Mm. les éléments principaux d'un local commercial. Ouais. Vide. Et Genre, dernière petite question, est-ce que tu penses que les municipales, parce que là on va rentrer dans une période un peu complexe, est-ce que ça, toi, sur une activité de fonds de commerce, de vente de fonds de commerce ou de cession d'entreprise, est-ce que ça a une incidence ou pas dans le volume en fait ou dans le nombre de ventes lors de ces périodes? Alors les municipales, j'ai pas trop remarqué ça, non. On voit peut-être plus ça sur des élections d'un niveau plus élevé. On Parce attend un qu'un peu. maire, il est capable de dire, bah tiens, un prochain maire dit, un maire écolo, par exemple, il dit plus de voitures en ville, en ZFE, par exemple. Du coup, bah, ça a un impact direct sur les commerces. Euh, Ce qui se passe à Paris, hein. oui, voilà, Le taux de exactement. vacances à Paris, je ne fais pas de politique, mais il est quand même dû en partie à la politique de la ville, hein. Donc, ça va avoir une incidence là dans les Ça va prochains. avoir une incidence, effectivement. Mais bon, Ça, c'est un truc que tu prends pas, par exemple, en considération. Enfin, là, c'est vraiment des périodes qui sont bien précises, hein. Mais ça, c'est pas un impact avec des tendances politiques, à savoir, bah, attention, c'est une mairie écolo qui va passer. Forcément, la zone d'achalandage, elle va en prendre un coup. On peut déduire X milliers d'euros sur la valeur du fonds, quoi. alors comme c'est des Du coup. phénomènes qui sont vraiment très spécifiques et ponctuels, c'est pas une des données qu'on a intégrées dans l'algorithme qui en contient beaucoup. En revanche, l'utilisateur de l'outil, lui, peut l'intégrer. Peut dire, D'accord. OK, Ok. bah, c'est une variable qui va quand même avoir un impact que j'estime peut-être de 10%. Il va pouvoir modifier la valeur de ce qu'il a obtenu de 10% en indiquant dans le rapport, voilà, on a une inconnue sur ça, donc forcément, ça baisse, voilà. Et ensuite Ok. expliquer, donc on peut. Parce que le Ok. rapport est modifiable, hein, pas prisonnier d'une valeur. Ok. Bon, bah, c'est très intéressant. Hmm. Tu voulais Ah, rajouter merci. autre chose, Arnaud? Moi, j'avais une question à Arnaud, si vous permettez. Bien Bien sûr, sûr. Vince, vas-y. Oui, donc par rapport aux outils que vous avez, vous mettez à disposition des agents immobiliers, j'avais une question. Les, comme vous avez une marque, Estimer mon commerce, les outils, ils sont logotés ou on peut les mettre en marque blanche et remettre des documents sous le nom de de l'agence à laquelle on est rattaché? Alors, vous avez dans l'espace Mon profil, ici, hop, Oui, vous pouvez modifier le visuel de vos rapports d'estimation. d'accord. Voilà, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les logos. Vous pouvez mettre votre carte de visite. Ah oui, donc c'est entièrement personnalisé. Ils sont totalement personnalisables. Il n'y a plus marqué Ah, très Estime mon bien. commerce nulle part. D'accord, très bien.
Top. Mais en fait, non, je pose la question parce que c'est vrai que comme vous aviez parlé qu'il faut être se différencier et bien montrer l'expertise qu'on a. Donc c'est vrai que moi je trouve c'est bien de mettre en avant effectivement si on se spécialise dans ce domaine, de dire que voilà on va s'implanter sur le secteur. Enfin, on veut travailler le, Le le commerce. Bah, d'où pro. l'idée, effectivement, d'avoir des rapports totalement personnalisables à votre image, à vos Voilà, couleurs, c'est à ça. vos logos. Et on va sortir d'ici peu de temps Mais quelque est-ce chose que d'encore plus puissant pour. Mais au-delà de ça, est-ce que ça apporte de la crédibilité sur de faire un ping, de faire une synergie avec votre marque, par exemple sur des communications sur le site de l'agence, de dire je suis en relation, je travaille avec Estimer mon commerce. Est-ce que ça a un intérêt pour nous ou pas? Notre objectif, c'est pas de nous mettre en avant avec nos D'accord, utilisateurs, c'est vraiment plutôt d'être en retrait et de les mettre eux sous les spots de manière à ce que leurs interlocuteurs soient convaincus que le rapport qu'ils ont, ils l'ont fait presque, j'ai envie de dire à la main, quoi. Mais c'est un peu le cas, hein, mais bon. Donc d'accord, on préfère rester en retrait, nous. Si vous ok, sentez que ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément nécessaire, même si on est la solution référente et qu'on a des 5 étoiles partout, c'est pas l'objectif pour nous. Nous, on veut vraiment que nos utilisateurs d'accord, réussissent et qu'ils gagnent de l'argent en utilisant notre site. C'est notre mission, notre mission. d'accord, parfait, c'est très clair. Ok. Quelle est ton activité aujourd'hui, Vince? Ben, je suis dans le résidentiel, mais effectivement, ça fait depuis un certain temps que j'entends dire que c'est un secteur qui est porteur, sur lequel il y a peu d'intervenants, en tout cas qui sont réguliers, enfin qui cherchent qui rendent des mandats régulièrement. Donc là, moi, c'est une activité que je veux mettre en place très rapidement à mon niveau pour en faire. Et t'es situé où? T'es localisé où en France? En Alsace, à D'accord. Strasbourg. Ah oui. Ouais, c'est très Ouais, dynamique aussi. Ouais. Ok, C'est belle super. zone. Bon, je vais vous ouais. dire, il y a pas de mauvaise zone vraiment. Mais Non, mais bon, Non. c'est vrai que dans une ville, c'est plus simple quand même, hein. Ouais, mais moi Même je suis dans si, une ville moyenne où elle s'est beaucoup développée. Et, il y a effectivement des commerces qui se créent, d'autres il y a des mutations. Donc c'est vrai que c'est un marché moi qui m'intéresse, qui m'a interpellé parce que voilà, je fais partie d'un réseau où je sais qu'ils en font quand même pas mal. Donc voilà, j'ai envie de m'y mettre quoi. c'est bien. Félicitations. Voilà. excellente idée. Parce qu'en plus d'être lucratif, c'est passionnant intellectuellement et humainement. Ouais, Ouais. tout à fait. Et on parle de projet de vie hein, quand même, hein. On parle d'acquéreurs qui se déplacent, qui font des grandes distances pour venir s'implanter. Et puis l'avantage aussi, j'en ai pas parlé, mais rapidement, les gens qui font du résidentiel, ça vous permet souvent de faire coup double, hein. Parce qu'un acheteur, il n'achète pas à la fois une affaire et un logement. Il commence par acheter l'affaire, et puis un ou Mmh. deux ans après, quand il est en place, paf, il achète le logement. Si vous faites les deux, vous faites coup double. C'est ça. Ah ouais, super. Bien joué. Voilà. Bien joué. Ça marche. Eh ben merci Arnaud merci Vince, merci Arnaud, Ouais, merci merci David, beaucoup à merci à vous. tous ceux qui étaient là et se sont rendus présents pour cet événement. On va continuer d'ailleurs. On avait dit ça avec Béatrice qu'on allait retravailler, continuer à travailler le sujet de l'immobilier commercial parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas que le fonds de commerce. Non. Donc on va continuer voilà et on en parle pas assez. Voilà. Oui, puis il y a plein de sujets, même dans le fond, pour aider. Donc oui, il y a beaucoup de matière. Top, génial. Et ben en tout cas, grand merci à vous, à très bientôt. À Avec bientôt. plaisir. Au À très Merci revoir. pour bientôt. l'invitation. Au revoir. Merci Arnaud, Bonne journée à merci tous. Tom. Allez, à la Merci. prochaine. Ciao. Au Allez, revoir. ciao, ciao. Salut, au revoir.